L'actualité, c'est vrai, c'est le culte du génie du fleur avec notamment le Ngondo dont vous venez de parler, mais c'est aussi depuis quelque temps une grosse affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines maintenant au Cameroun et même à l'international. C'est ce qu'on peut appeler les derniers rebondissements dans l'affaire Martinez-Zogo. Ce journaliste, chef de chaîne d'une radio privé à Yaoundé qui a été assassiné dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir. C'était en janvier dernier. Quelques semaines après, il y a un certain nombre de personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé. Alors, ces dernières heures, on a vu circuler dans les réseaux sociaux des correspondances. Il y a parmi ces correspondances une ordonnance qui est attribuée au juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé qui donne main levée pour sur le mandat de dépôt qui concernait deux principaux accusés dans cette affaire-là. Mais alors que cette ordonnance circulait dans les réseaux sociaux, il y a une autre note signée du même juge d'instruction du tribunal militaire qui indiquait que le premier document n'était pas authentique. Et en même temps, il y a une autre correspondance qui était adressée au commissaire du gouvernement qui lui aussi écrivait au régisseur de la prison principale de Yaoundé pour dire, écoutez, en prenant en compte cette note que vient de faire le juge d'instruction, il n'est pas question de libérer ces deux principaux accusés. Vous, en tant que praticien du droit, vous qui faites le tour des prétoires, qui pratiquez au quotidien, quelle est la lecture que vous faites de ces événements? Quel est le commentaire que cela vous suggère? Non, écoutez, je ne peux pas ne pas revenir sur la mort de Zogo. Vous savez, j'ai été au moins 2 fois sur le site sur lequel avait été jeté le corps de Zogo. Et quand j'y pense, j'ai encore des frissons. Ce garçon qui n'a rien fait de mal à personne, qui faisait son métier de journaliste, a été assassiné sauvagement et a été abandonné dans une clairière. C'est un miracle, je peux vous dire. J'ai été au moins 2 fois que les chiens ne l'aient pas dévoré. C'est un miracle. Comment peut-on assassiner un Camerounais et le traiter de cette manière-là, l'abandonner dans un endroit absolument perdu? C'est par le hasard qu'un passant a découvert ce corps de M. Martinez-Zogo et a pu donc déclarer son décès au chef du village d'Ebogo 3, que je connais très bien. D'ailleurs, tous ces chefs, je les salue également à Ebogo, avec lesquels j'ai de très bonnes relations. Donc, ces images-là, qui ont fait le tour du monde et qui ont donné de notre pays, cette image de pays d'agression n'était pas bonne. Il ne faut pas les oublier. Ni oublier la famille de Martinez-Zogo. Il avait une femme, il avait des enfants, des parents, des amis. Et ces gens, aujourd'hui encore, souffrent dans leur chair. Je pense qu'il faut penser à ces personnes-là. Il y a, évidemment, on va revenir sur la question que vous me posez, et qui est une question purement, je crois, technique. En tout cas, je répondrai comme un avocat, comme vous me le suggérez. Mais je pense qu'il faut toujours savoir qu'il y a derrière ce crime des personnes qui souffrent encore aujourd'hui. J'ai une pensée pour ces personnes. J'en connais quelques-unes de cette famille. Et j'imagine l'état d'esprit dans lequel ces personnes peuvent être. Parce que j'imagine aussi que si c'est moi qui avais été parent de Zogo, ce que je vais pu ressentir. Mais il faut que les Camerounais sachent que toutes les fois qu'il y a un Camerounais qui décède, ce n'est pas seulement l'affaire de sa famille. Nous devons, nous, Camerounais, commencer à apprendre. Quelque chose qui touche un Camerounais à l'extrême nord nous touche également. Si un crime se produit au nord-ouest, c'est notre affaire à nous tous. Au Cameroun, on fait comme si, quand Zogo est mort, on a vu des chefs aller sur le site faire comment on appelle ça, des imprécations. Et du coup, on a l'impression que c'est une affaire des gens de son village. Non. Nous sommes des Camerounais. Nous voulons bâtir une vraie nation, une nation de fraternité. Et toutes les fois que l'un de nous est touché, ça doit nous concerner, nous tous. C'est ça qu'il faut retenir dans cette affaire. Et donc, je pense à tous ces Camerounais, à nous tous, qui avons souffert de voir ces images atroces qui n'honoraient pas notre pays. Pour la question que vous me posez, évidemment, j'ai suivi comme tout le monde avec beaucoup de surprises cet imbroglio qu'il y a eu devant le tribunal militaire. Mais il faut se poser les bonnes questions. Je pense que les gens ont dit 1000 choses. Il faut se poser les bonnes questions. Lorsqu'une ordonnance de main levée est rendue d'office par un juge d'instruction, ça veut dire quoi? Cela veut dire que le juge d'instruction
sans qu'il n'ait eu besoin d'une demande de mise en liberté des personnes inculpées, a décidé lui-même d'office, c'est ce qui est écrit dans l'ordonnance, de les remettre en liberté. Et moi je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes avaient déposé des demandes de mise en liberté devant le juge qui était en charge de les connaître. Ces demandes ont été rejetées avec de très belles motivations. Ces personnes ont fait appel de ces décisions de rejet. La Cour d'appel a statué dans les mêmes termes en rejetant les demandes de mise en liberté. Avec, là encore, des arguments de droit que tout le monde a pu lire. Et on apprend que finalement, un juge d'instruction a décidé, tout seul, de prendre sur lui, de les remettre en liberté. C'est son droit. Il a ce pouvoir. Mais dans le cas qui nous concerne, précisément, il se trouve que ce même juge vient dire après, je n'ai jamais rendu une telle ordonnance. Et moi je dis, comme juriste, comme avocat, c'est ça qui ne m'étonne pas qu'il ne l'ait pas rendu. C'est qu'il l'ait rendu qui m'aurait étonné. Parce que logiquement, lorsque vous avez déjà la Cour d'appel qui a statué sur une question de liberté, vos juges inférieurs, revenez en arrière, ça m'aurait étonné. Donc le président Sikati dit que moi je n'ai pas rendu une telle décision. Deuxième question qu'il faut se poser. Cette décision est-elle authentique ou non? Les avocats de ces personnes ont dit que l'ordonnance qui a été rendue est authentique. Et je me dis, mais sur la base de quoi ils peuvent le dire? Le juge qui rend sa décision vous dit, c'est pas moi qui l'ai rendue, elle n'est pas authentique. Quelqu'un d'autre peut-il nous dire que cette décision est authentique alors que la personne qui est supposée l'avoir rendue vous dit, c'est pas moi qui l'ai rendue? Cela veut dire quoi, Duval? Si je signe un acte, il n'y a que moi pour pouvoir dire que je l'ai signé ou pas. Vous me demanderez, médecine, est-ce que vous reconnaissez votre signature? Je peux dire oui ou non. En l'espèce, le juge d'instruction dit qu'il n'a rien signé. Alors, cela veut dire que l'ordonnance qui a circulé dans les réseaux sociaux était une fausse ordonnance. Si on s'en tient au juge, et moi je préfère croire au juge qu'à quiconque, parce que lui il est juge, il est indépendant, il a sa conscience, il juge sans crainte, mais aussi sans faveur. Et donc, si le juge dit, je n'ai pas fait cette ordonnance, je crois en ce juge. Alors, mais lorsque les conseils des accusés soutiennent qu'ils ont retiré le document au greffe... Alors, ça se passe comment? Écoutez, lorsque le juge d'instruction rend une décision, les juges d'instruction ont ce qu'on appelle les greffiers d'instruction. C'est des collaborateurs qui les assistent et souvent ils ont même leur bureau dans la même pièce que les greffiers. Vous comprenez? Donc normalement, quand le juge d'instruction rend une telle décision, elle est notifiée dans le bureau du juge. Moi je suis tous les jours avec les magistrats, instructeurs. Les greffiers sont dans le même bureau qu'eux. Alors, qu'on me dise où est-ce que l'ordonnance a été notifiée, était-ce dans le bureau de M. Sikati? Ah, mais à cette question, personne n'a répondu. Donc maintenant, si l'ordonnance est notifiée dans un bureau du greffe quelconque, par un greffier, il faut demander à ce greffier qui lui a remis l'ordonnance. Parce que dès lors que le juge ne la reconnaît pas, ça veut dire que le greffier a notifié une ordonnance qui est fausse. Donc, le greffier doit pouvoir expliquer ce qui s'est passé. On n'en parle pas non plus de ce greffier. Comment? Mais pourquoi vous rejetez, ou bien vous ne prenez pas en compte la thèse de la rétractation du juge d'instruction? Je ne la prends pas en compte. Un juge d'instruction ne se rétracte pas de cette manière. Ce qu'il peut faire sur le plan légal, c'est que s'il rend une ordonnance d'office mettant une personne en liberté, il peut prendre après une autre ordonnance qu'il la remet en détention provisoire. C'est la procédure légale. Il ne peut pas, par une lettre simple écrite au commissaire du gouvernement, se rétracter. Non, ce qu'il fait, c'est que il dit au commissaire du gouvernement que moi, je n'ai pas signé ce courrier-là. Je ne le reconnais pas. Et c'est sur cette base que ce commissaire du gouvernement saisit donc le régisseur de la prison pour lui dire de ne pas libérer ces personnes. Mais la troisième question, alors là, vraiment, celle qui me taraude le plus,
d'esprit. Lorsqu'un juge rend une décision, qui est en charge de l'exécuter? Vous savez qui doit l'exécuter? En matière pénale, c'est le procureur de la République. Ou le commissaire du gouvernement dans le cas des militaires. Il est souvent arrivé que les magistrats rendent des décisions et le parquet traîne à les acheminer au niveau de la prison. Et on trouve donc souvent des personnes dont les décisions ont été rendues de relax, mais qui font encore 1 mois, 2 mois, 3 mois en prison parce que le procureur et donc le parquet n'a pas pris le temps d'aller les faire notifier et de les faire exécuter. Dans le cas d'espèce, j'apprends que c'est des avocats qui sont allés avec l'ordonnance à la prison. Je me demande ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'ils ont reçu l'ordonnance chez le greffier et ont couru à la prison directement. Et c'est pour ça que le gouvernement dit que lui n'était pas au courant d'une telle décision. Et c'est la raison pour laquelle, sur la foi du deuxième du document signé, la note confidentielle signée par le juge d'instruction, il informe le régisseur de la prison centrale. Oui, mais c'est parce que, logiquement, lorsque le juge d'instruction rend une décision, elle est notifiée au commissaire du gouvernement, pour la simple raison que celui-ci, légalement, peut assister à l'information judiciaire. Donc les actes qui sont posés par le juge d'instruction sont notifiés au commissaire du gouvernement. Et en l'espèce, il dit qu'il n'avait rien reçu. Et il écrit donc au régisseur pour ne pas exécuter. Non, il s'est passé quelque chose de grave, admettons-le. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ment? Qui ne ment pas? Peut-être que demain on le saura. Mais dans l'histoire, de toute façon, il y a forcément, il y a fatalement quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et moi,